Bonjour à tous, je suis Aude Fredouel, journaliste au JDN. Avant de passer à la table ronde sur l'humain connecté, on va passer la parole à Olivier Grison, directeur de la communication digitale chez Servier. Il va nous parler de l'impact de la transformation digitale de la santé pour le traitement et le suivi des maladies chroniques. Bonjour à tous. Je ne vois pas la diapo. C'est derrière moi, super. Le cloud, le big data, les machine learning, les connected sensors et tous ces anglicismes technologiques ont envahi littéralement toute la presse spécialisée. Vous devez vous transformer au risque de vous faire ubériser. Parfois, on lit même qu'il faut tout de suite se lancer dans une stratégie big data. Personnellement, je ne suis pas très à l'aise avec ce terme-là, puisque pour moi, j'y vois surtout des outils, pas une stratégie. J'y vois une partie d'une tactique, mais certainement pas d'une stratégie. Par contre, dans la santé, toutes ces technologies-là ont le pouvoir de contribuer à changer radicalement la manière de prendre en charge un patient. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Olivier Grison, je suis pharmacien et directeur de la communication du groupe de Servier, communication digitale. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous une vision sur la prise en charge des maladies chroniques grâce au digital, notamment le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, vous prenez un patient, il va rencontrer un médecin. Le médecin va poser un diagnostic, rédiger une ordonnance, et le patient va partir. On se reverra dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être un peu plus tôt si jamais il y a un problème. Qu'est-ce qui va se passer entre ces 2 visites? On n'en a aucune idée. On sait simplement qu'il y a 2 composantes pour que ce patient aille mieux. 1, il faut qu'il prenne ses médicaments. 2, il va falloir changer ses habitudes de vie. Mais maintenant que ce patient est parti, il est tout seul. Et c'est là que le digital va pouvoir nous aider. Je vais vous décrire 3 axes, il y en a peut-être plus, dans lesquels le digital pourrait nous amener une aide précieuse. Premier axe, c'est améliorer la relation entre le patient et son médicament. Aujourd'hui, 1 patient sur 2 ne prend pas correctement ses médicaments. 1 patient sur 2. Vous prenez un patient qui a fait un infarctus du myocarde, un patient donc qui a été hospitalisé, les pompiers sont venus, il a été aux urgences, en réanimation, en soins intensifs, il a vu la mort en face. 1 an plus tard, 1 patient sur 2 a arrêté spontanément 1 ou plusieurs de ses médicaments, ce qui conduit à une augmentation de la mortalité de 12 à 25% chez ce patient. Si on prend la maladie coronarienne, cette inobservance conduit à une augmentation de la mortalité de 50 à 85%. J'enfonce des portes ouvertes si jamais je vous dis que l'industrie pharmaceutique va faire du big data, va utiliser tout un tas de technologies pour mieux connaître le génome, mieux comprendre comment votre corps fonctionne, comment il interagit avec le médicament, comment le médicament interagit avec vous, et on va faire des médicaments plus efficaces, mieux ciblés, mieux tolérés, peut-être construits avec Apple ou Google, qui sait, mais qu'un patient sur 2 continuera à ne pas prendre. Or, c'est là qu'on a un véritable enjeu de santé publique. Aujourd'hui, notre métier, c'est de fabriquer des médicaments, mais nous avons une responsabilité qui est de nous assurer que les patients le prennent bien. Alors pourquoi est-ce qu'ils oublient de prendre leurs médicaments? Pourquoi ne les prennent-ils pas plutôt? Est-ce qu'ils sont étourdis? Effectivement, lorsqu'on lit la littérature médicale, on voit que certains pilotes qui ont été faits avec des alertes par SMS montrent qu'on peut avoir une certaine efficacité en rappelant aux patients de bien prendre ses médicaments. Mais ça reste marginal. La plupart des patients sont parfaitement conscients de ne pas être observants. C'est assez fou, hein. Pourquoi ne sont-ils pas observants? Tout simplement parce qu'ils ne se sentent pas malades. Quand on parle d'hypertension ou de diabète, ça ne fait pas mal. Il n'y a pas de symptômes visibles. Vous n'avez pas des plaques rouges ou autres. Donc, vous allez devoir convaincre un patient. En plus, je vous le fais, le médecin va lui dire « Oh, vous avez un peu de tension. Vous avez 15-10. » Génial, 15-10. Et c'est bien, c'est pas bien. Ah, c'est mieux d'avoir 13-8. Waouh, c'est pas très parlant. Et donc, ce patient, il va devoir prendre des médicaments tous les jours de sa vie pour éviter peut-être un problème dans 20 ans, dans 30 ans,
Tout ce qu'il va ressentir chaque jour, ce sont les effets indésirables. Ça, il va les ressentir. Les effets positifs, il ne va pas les ressentir. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a des smartphones, on a tout un tas de technologies qui peuvent nous accompagner au quotidien. Est-ce que ces technologies pourraient nous offrir un accompagnement personnalisé et nous aider à cranter là-dedans? D'après la littérature médicale, la réponse semblerait être oui. On a vu par exemple dans le diabète que des travaux publiés ont montré que si vous prenez un patient, que vous l'aidez à calculer ses doses d'insuline, qu'il y a un call center derrière pour le relancer, pour l'accompagner, vous obtenez une amélioration de sa santé qui est équivalente à l'ajout d'un médicament supplémentaire, simplement parce que vous êtes derrière et que vous le suivez. Un deuxième axe de progrès, d'amélioration, serait d'influencer les habitudes de vie. Alors c'est ce qui est le plus difficile. Parce qu'on sait bien qu'il faut manger moins, bouger plus, fumer moins, boire moins. Mais le problème, même si on le sait, c'est que notre cerveau n'est pas câblé pour ça. On n'est pas câblé pour faire un effort quotidien, pénible, en vue d'éviter un problème dans 30 ans. Notre cerveau, il a besoin d'être stimulé, d'être récompensé en permanence. Donc tous les conseils des médecins qui consistent à dire changez vos habitudes de vie, non, ils sont complètement inaudibles. Dans le meilleur des cas, ils vont être audibles pendant un petit laps de temps. Et puis après, les mauvaises habitudes reviennent. La question, c'est est-ce que le digital pourrait nous aider avec des systèmes de gamification, avec ce genre de choses? Si on en croit l'American Heart Association, qui est une des plus grandes sociétés savantes au monde en cardiologie, ils ont publié une analyse de la littérature scientifique, donc c'était l'été dernier, dans Circulation, qui est une des plus grandes revues en cardiologie dans le monde. Ils ont dépioté toutes les études sur le sujet. Est-ce que la santé mobile peut aider à prévenir les facteurs de risque cardiovasculaires? Est-ce que grâce au digital, on peut fumer moins, bouger plus, manger mieux, etc. La réponse est, a priori, on pense que oui. On a un signal, on a quelque chose de palpable. Le problème, c'est que quel que soit le facteur de risque, les études qui prouvent ça sont faibles. C'est des études qui sont pratiquées sur des petits groupes de patients pendant, en général, un temps relativement court de quelques semaines. Mais il semblerait qu'il y ait quelque chose. On a un signal positif d'efficacité, mais qui manque de professionnalisation pour le moment. Le troisième axe serait, allez, soyons fous, allons encore plus loin, traiter et suivre le patient à distance. Chez Servier, on a travaillé avec des psychiatres, des professeurs de médecine, qui ont expérimenté un truc assez simple. On a accompagné des patients dépressifs, ils ont accompagné des patients dépressifs sévères, avec un smartphone, avec un simple questionnaire. Et le patient est sollicité à plusieurs reprises par jour pour rentrer ses émotions du moment. Je vous parle d'un simple questionnaire automatisé, il n'y a personne derrière. Le simple fait de les équiper avec ça contribue à une amélioration de leur état. Tout simplement parce que le patient se sent suivi. Allons beaucoup plus loin. Servier a lancé, il y a quelques semaines, en Allemagne, un logiciel de psychothérapie pour les patients dépressifs. Ce logiciel a montré dans des études cliniques dont la méthodologie est comparable à ce qu'on va trouver dans le monde du médicament, donc des vrais essais cliniques publiés dans des vraies revues médicales, on a démontré une efficacité qui est comparable à un antidépresseur. Un logiciel médicament, ça c'est un concept assez intéressant que seul le digital pouvait nous amener. On est complètement dans cette démarche d'accompagnement d'un patient, un accompagnement personnalisé entre deux visites chez le médecin. Quand on parle de télésuivi, il y a un pilote français qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est superbe, dans le cadre de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque est une personne qui est fragile, qui a une faible espérance de vie, qui est hospitalisée souvent. Le simple fait de le suivre à distance, donc vous le renvoyez chez lui, vous le suivez à distance, vous le pesez avec une balance connectée, vous utilisez un tensiomètre connecté, il y a quelques interactions avec l'infirmière, avec un smartphone et autres, vous divisez par 2 la mortalité chez ces patients, par 3 les hospitalisations. L'impact est colossal. Comme on le voit, pour les 3 pistes qui ont été évoquées, le digital offre la perspective d'incroyables leviers médicaux. Par contre, qu'il s'agisse par exemple
de ce qu'on a vu avec l'American Heart Association ou avec le pilote dans l'insuffisance cardiaque, on a besoin de professionnalisation. On a besoin vraiment de cranter du simple pilote vers un échelon national, européen et international. Le corps médical a besoin d'une approche structurée. On a besoin de preuves, en fait. On a besoin de savoir si cette solution-là marche chez tout le monde, ou plutôt chez qui elle marche. Les personnes âgées, les jeunes, les hommes, les femmes, les Européens, les Asiatiques. Pendant combien de temps? Quelques semaines, quelques mois? Auquel cas, il faudra juste le considérer et passer à autre chose. Et c'est là que l'industrie pharmaceutique a un rôle à jouer. Évaluer l'efficacité d'une solution thérapeutique, ça, c'est notre cœur de métier. On sait le faire. On sait déterminer quelles sont les populations qui répondent bien ou qui répondent mal à un traitement. Ça, on sait faire. Le déploiement à grande échelle fait également partie de notre savoir-faire, que ce soit à l'échelle d'un pays, d'un continent ou du monde. Aujourd'hui, notre métier, c'est de mettre à disposition des patients, des médecins, un médicament. Demain, notre métier sera de mettre à disposition une offre globale de soins dont fera partie le médicament, mais pas seulement. Vous aurez par exemple un capteur, vous aurez un logiciel, une application mobile, pourquoi pas un call center derrière. Aujourd'hui, on évalue le médicament grâce à des essais cliniques. On va pouvoir dire, voilà, sur telle catégorie de patients qui sont tous pareils, suivis, donc avec un suivi rapproché, on a telle efficacité. Demain, nous pourrons, on rêve, nous pourrons peut-être nous engager cette fois-ci sur une obligation de résultat en conditions réelles, en disant, voilà, si vous prescrivez, si vous remboursez cette solution thérapeutique, nous nous engageons à ce que 70% des patients qui la prennent aillent mieux. Ça tiendra compte de l'efficacité intrinsèque du médicament, mais on va aussi tenir compte de tous les facteurs à côté. Par exemple, le fait que les gens ne prennent pas leurs médicaments, le fait qu'ils ne changent pas leurs habitudes de vie. Tout l'emballage de services qui sera autour du médicament contribuera à améliorer ces critères-là. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait? Nous, laboratoires pharmaceutiques, nous n'avons pas l'expertise technologique pour le faire. Par contre, on a de la chance, c'est que la France dispose d'un tissu d'entreprises extraordinaire qui est capable de le faire. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a vu, qui a été encore annoncé par le rapport du PIPAM, qui a été publié il y a quelques semaines, qui conclut exactement ça. On a les capacités. Par contre, on a malheureusement une incapacité à transposer le fruit de toutes ces entreprises à l'échelon national, voire au-delà. Vous savez, je reviens du CES en début janvier. Lorsque je suis rentré, mes collègues m'ont demandé quel est le truc le plus incroyable que tu aies vu au CES. Est-ce que c'était ces voitures sans chauffeur? Est-ce que c'était les drones, la réalité virtuelle? Très sincèrement, ce qui m'a le plus bluffé au CES, c'était la French Tech. La French Tech, honnêtement, on entend souvent dire oui, la French Tech était très présente, etc. On ne pouvait pas la rater, c'était énorme. Et c'est vrai que la capacité de la France à exposer à l'international ces jeunes pousses était extraordinaire. Donc clairement, la technologie, on l'a. Il nous reste éventuellement quelques algorithmes à concevoir, mais tout est là pour pouvoir y arriver. Un dernier point concerne l'utilisation des données. Nous disposons en France du système le plus perfectionné au monde de protection de la vie privée. Attention cependant à ne pas aller trop loin, au risque d'être contre-productif. La e-santé est un domaine qui est fragile. Pourtant, les leviers médicaux qu'elle offre sont colossaux. Donc attention à ne pas la tuer. La France et l'Europe ont perdu toutes les batailles du numérique. Nous avons perdu la bataille des moteurs de recherche. Nous avons perdu la bataille des réseaux sociaux. Nous avons perdu la bataille des infrastructures fondamentales d'Internet. La e-santé s'annonce comme la plus grande révolution technologique de toute l'histoire de l'humanité. C'est un combat qu'on ne doit pas perdre. Pour cela, on doit offrir à nos entreprises, à nos jeunes pousses, le cadre législatif qui leur permet de se développer. Je ne parle pas d'un cadre qui ne serait pas contraignant, je parle d'un cadre qui soit incitateur, notamment concernant la protection des données et de la vie privée. Nous devons également leur donner la possibilité, ou donner la possibilité aux hôpitaux, aux structures publiques, d'acheter les produits de ces entreprises-là pour les aider à pousser. Clairement, dans
la grande aventure de la santé digitale qui s'annonce, la France ne doit pas tant se positionner comme régulateur, mais véritablement comme leader dans ce domaine. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Olivier. On va bientôt pouvoir passer maintenant à la table ronde. L'humain connecté, s'auto-analyser pour vivre mieux.